Hey, bonjour tout le monde! Salut, bonjour. salut! Bonjour toi, Laurence! Bonjour toi, Francis! Ça va bien? Je pense que notre qualité principale, Ouais. c'est pas les intros. Je dis ça de même, rétrospectivement parlant. Je pense qu'on a des meilleures qualités que de faire des magnifiques introductions. Ouais, mais on n'a pas notre signature encore. C'est pas comme Markiplier qui fait comme Hello everyone, this is Markiplier. Top of the morning pour Jacksepticeye. Ouais. Drette ça. On va travailler là-dessus. On n'est pas encore. Mais, hey, ça va être le dernier épisode de la saison. Pourquoi donc? Pourquoi c'est le dernier épisode de la saison? Ben, en fait, c'est parce que après avoir parlé de comme plein de sujets qui nous venaient à l'idée, après, on s'est dit comme, on pourrait peut-être changer un peu la formule, trouver d'autres invités, faire des lives, faire d'autres thématiques ou d'autres formats d'épisodes. Parce qu'on s'entend, pas tout le monde qui écoute des trucs d'une heure, hein? Même moi, je fais pas ça. Mais je pense que, tu sais, ça a du sens, certains formats de 1 heure, puis il reste tellement de sujets, mais je pense qu'il y a plein d'autres formats qui peuvent nous faciliter la tâche pour communiquer certaines informations. Là. Puis aussi, c'est l'été. C'est l'été. Puis l'été, c'est fait pour jouer. Exactement, c'est ce que je pense. Dirait, passe-partout, je pense. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on fait en même temps. Donc, j'essaie, en tout cas, de mon côté, d'essayer de faire des trucs dont la pertinence est plus important. Et discuté par le deadline que j'ai. Ah oui, là, tu parles-tu comme de tes études? Des études que j'ai à clencher juste un petit peu dans les prochains mois, mettons. Oh là là. Ben oui, c'est ça. Fait que, bref, pour cette raison-là, on va vous revenir après un certain délai pour d'autres affaires, puis ça va être mieux. Puis on est ouvert aux suggestions, fait que écrivez-nous, parlez-nous, appelez-nous, peu importe. Voilà. Mais maintenant, pour le sujet du jour. Oui. Toutes nos capsules tournaient souvent autour du comportement. C'est notre dada, hein, on ne se le cachera pas, c'est vraiment ça notre background c'est comme spécialité technicien autre que oncologie avec toi. Mais tout ça, ça tourne un petit peu autour de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un animal, mais aussi comment ils voient la vie, les animaux. Ça, c'est des questions que, mon Dieu, qu'on aimerait donc ça pouvoir répondre. Puis que, ben justement, à force d'apprendre dans le domaine, de creuser nos connaissances au sujet du comportement animal, on vient à discuter sur la perception des animaux. Comment est-ce que les animaux voient le monde autour d'eux? Comment eux, ils nous perçoivent? Puis tout ça, ben, c'est un gros sujet. Très, très gros sujet qu'on est... En tout cas, moi, je parle pour moi, là, je ne suis pas le plus connaissant là-dedans. Je connais des faits, je sais, mettons, jusqu'où vont les sens des chats, des chiens, olfaction, l'ouïe, le toucher, des trucs comme ça, puis même des sens que les humains n'ont pas, tu sais, chez d'autres espèces. Puis, basé sur ça, on se fait des opinions, on peut s'imaginer des choses, mais c'est pas mal tout. Tu sais, je ne suis pas un expert en perception animale. Non, puis j'ai l'impression que c'est pas non plus un sujet hyper... tu sais, que le monde à la maison sont comme... Je me suis toujours demandé ici. C'est plus quelque chose, un sujet auquel on est confronté à un moment donné, puis on fait comme « wow! » Donc, ah oui, les oiseaux ont une meilleure vue que nous, comme dans... Puis là, on est incapable de s'imaginer voir plus de couleurs. C'est ça. Ça fait pas de sens parce qu'on est limité par nous-mêmes en tant que bel humain, là. T'sais, moi, ça me faisait un peu penser, ce sujet d'aujourd'hui, à un genre d'illustration que j'ai déjà vu qui était sur le domaine scolaire. C'est biaisé un petit peu, là, mais c'était on demandait pour votre examen final de monter à cet arbre. Puis là, comme étudiant, tu avais un singe, un poisson, puis un éléphant. Puis t'es comme... Oui. On ne peut pas tout faire ça. Donc, tu sais, c'est vraiment comme... Les animaux sont différents. Puis je pense que tant qu'on n'est pas confronté à ça, peut-être qu'on prend pour acquis qui sont comme nous, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, justement, on a parlé beaucoup d'anthropomorphisme dans certains épisodes, qu'il faut éviter ça à tout prix pour bien comprendre les animaux puis bien les aider. Et justement, une des raisons, c'est ça, c'est l'aspect qu'ils n'ont pas les mêmes sens que nous, ils ne perçoivent pas la vie de la même manière que nous. Puis justement, si on pense de la même manière que nous, puis on s'attend à ce que le chat, le chien, n'importe quelle autre espèce pense comme nous dans ce contexte-là, c'est un peu comme leur faire passer un test
comme tu as bien illustré avec l'exemple, là, je me souviens de l'image que tu décris, que, tu sais, grimper dans un arbre, le singe, c'est sûr qu'il va l'avoir, mais le poisson puis l'éléphant, il ne sera pas. Mais change le test, soit le meilleur nageur, puis le poisson va gagner, puis le singe va être pas bon. C'est un peu ça. Chaque animal, c'est le meilleur à faire ce pourquoi il est fait. Fait que le chien, c'est le meilleur à être un chien, le chat, c'est le meilleur à être un chat. Puis là, souvent, la question, c'est qui les animaux, les espèces sont intelligentes? Puis ça se répond pas vite de même, cette question-là, parce que première question qu'on doit se poser, c'est quoi l'intelligence? Oui, selon qui? Puis c'est très anthropocentriste, c'est très centré sur l'humain, notre conception de l'intelligence, c'est-à-dire on a une vision de l'intelligence, puis souvent, ce qu'on va être porté à faire, c'est les animaux qui sont capables de faire des choses que nous, on est capable de faire, là, on les score fort. Comme, utiliser des outils, on score fort sur l'intelligence. Pouvoir parler, un perroquet, c'est super intelligent. C'est pas faux, c'est pas niaiseux, mais tu sais, est-ce qu'on s'intéresse à savoir certains poissons, certains trucs qui vivent autrement ou qui font de l'écolocation, est-ce qu'ils sont moins intelligents parce que nous, on l'a pas, puis on n'a pas de repère pour dire, y est-tu plus ou moins intelligent que moi, là? Oui. Puis souvent, les gens, ils vont dire ces autres facultés-là, c'est de l'instinct. Puis là, bam, tout de suite, c'est pas de l'intelligence, c'est de la programmation génétique pas réfléchie. Mais pourquoi? Pourquoi ça pourrait pas être aussi complexe que nos propres sens? Puis en plus, dans l'intelligence, il y a des choses qui sont préprogrammées. Là. Toutes tes fonctions exécutives, tout ce qui est est-ce que tu es capable de te rappeler de choses, est-ce que tu es capable de résister à la tentation de faire quelque chose, c'est préprogrammé puis c'est génétique. Là. Donc, eux autres aussi, ils ont un patrimoine génétique qui leur permet de survivre, s'adapter, puis ils sont aussi intelligents en théorie. C'est juste des échelles un peu différentes qu'on a de la misère à saisir puisque notre point de vue y est humain. Puis on se base aussi, en tout cas dans les discussions que j'ai avec mon entourage, ma famille, mes amis, monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas nécessairement dans le domaine des animaux, souvent ce que je vois pour décrire ce qui les marque chez leur chat ou un chat qu'ils ont vu agir, avoir un comportement, c'est le classique. C'est un chat chien, il est tellement intelligent, il rapporte la balle. J'ai jamais vu ça, un chat qui rapporte la balle. Je fais comme, c'est plus fréquent qu'on le pense. C'est pas tous les chats, mais c'est genre un chat sur 5, un chat sur 10. Fait que, au final, si tu as eu 10 chats dans ta vie, tu en as vu un. Puis tu vas être impressionné par ceux-là. Mais là, moi, je suis rendu que j'en ai vu des milliers des chats dans ma vie. Fait que après 100 chats qui rapportent la balle, c'est genre, il est très motivé. C'est quelque chose qui t'entraîne pas mal bien, même ça sans aussi. Vraiment le vouloir, peut-être. Oui, exact. Fait que, souvent, les gens, justement, on dirait que leur point de repère de l'animal intelligent, c'est le chien. OK. En tout cas, c'est mon opinion dans le commun. Là. Souvent, ils vont voir, je sais pas, une vidéo d'un cheval qui joue avec une balle, comme un chien, ou un cochon qui prend un genre d'une balle basketball miniature, puis il va la mettre dans un panier de basketball, puis genre, mon Dieu, on dirait Toby le joueur étoile. Puis c'est tous des comparatifs au chien. Fait que si c'est pas comparé à l'humain, avec l'utilisation des outils puis parler, si tu compares des animaux entre eux autres, l'intelligence, de référence, on dirait que c'est le chien. Moi, je pense qu'on a aussi des grandes attentes envers les chiens. Ouais. Puis moins envers les félins, les souris, les rats, les hamsters. Puis pourtant, ça parle juste de notre limite à les entraîner à faire quelque chose d'autre. Parce qu'il y en a là, qui font l'entraînement de l'agilité comme pour les chiens, mais avec des souris puis des rats. Là. Puis ils sont excellents. Là. Ils surpassent la majorité. Tu sais. C'est vraiment une question de motivation. Les chiens sont, en tout cas, sont très faciles à approcher puis à vouloir interagir avec nous, alors que les autres espèces, rapidement, tu frappes un mur avec un chat. Là. Et le contraire. Je veux dire, tu sais, si moi, je suis plus intéressée à entraîner un chien qu'un rat, je ne me rendrai jamais compte que le rat, il peut faire des magnifiques choses. C'est vrai. Puis pendant longtemps, on se dit souvent pourquoi il n'y a pas de recherche pourquoi on ne sait pas tout sur toutes les espèces. Même les scientifiques, c'est tous des humains, puis ils ont des préférences aussi. Hein? Il y a littéralement un effet de popularité. Bien entendu, il y a bien plus de recherches sur les tigres, les lions, parce que c'est nice en tabarnouche. Quand tu es petite, tu te dis pas « Moi, quand je vais être grand, je vais étudier les 1000 pattes africains. » Tu sais, c'est poche. Possiblement moins. Il y a plus de données sur des gros mammifères, des grosses bébites intéressantes, puis même au niveau du comportement, puis beaucoup moins sur des espèces moins intéressantes comme le ver de terre ou des poissons. Tu sais. Ou le rat.
Ou le rat, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un petit peu plus d'attention la journée qui a donné comme une pandémie. Peut-être. Ah oui, la peste, là, tu parles de la peste bubonique, ouais. Ben, parce que c'était, je pense, la puce que le rat transportait. Puis là, vu que, ben, tu es dans le temps du Moyen-Âge, fait que, les conditions d'hygiène étaient un petit peu horribles. Fait que plein de rats, parce que plein de déchets partout, puis eux, ils se nourrissent de ça. Plein de rats, plein de contacts avec les humains. Les puces s'en vont ces humains, piquent l'humain, transmettent la maladie qui est dans la puce. Puis là, tout le monde meurt. On l'associe. Puis, hey, je sais pas si tu savais, mais parenthèse qui n'a aucunement rapport avec le sujet du jour. Une des raisons pourquoi, en tout cas, dans certains ouvrages, là, on s'entend que ce n'est pas nécessairement la vérité absolue, une des raisons pourquoi il y avait autant de rats dans certaines villes du Moyen-Âge, c'était qu'au Moyen-Âge, le christianisme, c'est la religion catholique, était extrêmement présente et le chat avait été associé au diable, à Satan. Fait que les chats, pendant longtemps, ils ont été bannis, chassés, tués, brûlés des villes. Puis les chats, c'était ceux qui contrôlaient beaucoup les populations de rats. Fait que moins il y avait de chats, plus il y avait justement de chasse, de diabolisation du chat, plus il y avait de rats. Donc, plus il y avait de peste. Puis ça aurait contribué à ça. Beaucoup d'égouts, parce que les rats, c'est plus... des souris, c'est une affaire, là, mais les rats... Mettons que tu as des rats dans ta maison, check ton P-trap. Dans le temps, check ton clapet là, qui parce qu'ils vont dans l'eau, ils vont... Plus que ton rat, tu ne devrais pas le voir dehors sur un terrain. Une souris, un mulot, oui. Oui, exact. Ils sont plus sur le gazon. Mais bref, fait que c'est ça, je voulais parler des chats parce que je suis coach. mais bref, on veut jaser de sens, puis peut-être un peu qu'est-ce qu'on en pense ou qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre approche, peut-être chez les animaux en regard de ça, parce que la première chose qui me vient en tête, c'est les chiens. Ouais. On est toujours là à leur parler, dire des mots, puis les chiens ne vivent pas dans un monde où est-ce que l'articulation des mots est hyper importante. Ouais. Ils naissent pas avec un dictionnaire dans le nez, là. Ils n'ont pas la faculté du langage, ils parlent pas. Fait que, en premier, on a l'odorat chez les chiens. Après ça, on a le visuel qui est quand même moins bon que nous, mais qui voit les tout petits mouvements. Ouais. Puis, après ça, on a le reste. Fait que c'est quand même fou qu'on essaie tout le temps de communiquer dans notre langue et non pas de faire comme toi. Comment c'est plus facile pour toi, puis on va se rejoindre dans le milieu, là? Ouais, faire un compromis ou du moins le rejoindre dans ce pourquoi il est bon. Puis, tu sais, il faut considérer que chaque espèce est bâtie, puis ses sens sont orientés pour sa survie, pour l'évolution. Fait que, tu sais, les chiens, ça mange quoi? Ben, ça mange des restants qui traînent un peu partout, ça mange des proies. Fait que, est-ce qu'il y a besoin de savoir que la souris est mûre ou pas? Non. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est-tu petit? Est-ce que ça bouge? Oui, parfait. Fait que, vision en couleur, il n'y a pas besoin de voir autant de couleurs que nous. On a besoin de savoir si le fruit est mûr ou pas, si c'est poison, toxique, parce qu'on mange une diversité d'aliments. Donc, il faut être capable de bien discriminer si c'est mangeable ou pas. Alors que le chien, ben, si ça bouge puis ça court aussi, vas-y le rattraper, puis ça doit se manger. Ça doit être frais. C'est comme rien. Exact. Ça bouge encore. Fait que le chien voit moins de couleurs, puis c'est pour ça que l'odorat, c'est plus important. Lui, il veut être capable de pister puis de traquer les affaires qui se mangent. Ouais. Autant les déchets que... Le sens du goût n'est pas super bon non plus chez les chiens. Là. Non, puis... C'est pas top. Là. En tout cas, moi, si je serais un chien, j'aimerais ça que mon goût soit pas trop développé parce que je mange tellement de traîneries et de dégueulasseries que je veux pas être repoussé par trop d'affaires. Non, tu veux pas comme avoir du dégoût par ta nourriture. Mais tu sais, mon Dieu, ça va être du coq à l'âne, cet épisode-là. Mais mettons, les oiseaux, en général, n'ont pas de sens d'odorat. Sauf ceux qui en ont besoin, comme un urubu. Ouais, les vautours, une charogne. Uh-huh. Donc, ça sent la charogne, tu sais, pour la Ils sont capables de détecter, je pense, des centaines de mètres dans les airs, là. Exact. Mais tu sais, ça fait sens à ce que tu dis. Tu sais, les oiseaux, ils vont regarder, est-ce que le fruit est mûr, est-ce que, tu sais, c'est très, très visuel, un oiseau. Puis, ben, auditif aussi, ils ont toutes sortes de cris et tout, là, mais quand tu vois qu'il est mûr, tu n'as pas nécessairement besoin de le sentir. Est-ce que cette pomme est mûre? Je le vois, tu sais. Tu sais,
Ce qui est vraiment intéressant en plus avec l'exemple des oiseaux, c'est que chez les oiseaux, il y a autant l'urubu ou le vautour qui mange des carcasses en putréfaction que le colibri qui mange le nectar des fleurs. Fait que même au sein de la même comme famille d'espèces, les oiseaux, choses qui volent. Il y a des choses extrêmement différentes. Un que justement, lui, il mange dans de la décomposition. J'espère que tu n'as pas le cœur qui te lève parce que maudit ta vie, elle doit être triste. Non, c'est le temps de manger, je pleure. Ouais. Pas encore. Non, mais possiblement que tu aimes ça, le goût de la charogne. Ben, j'espère, maudite affaire. Puis là, d'un autre côté, le colibri, qui jamais au grand jamais va penser manger des restants de bébites qui meurent, lui, probablement que sa vue en couleur doit être excellente pour être capable de dépister les fleurs qui sont prêtes, qui ont du nectar, qui sont mûres ou qui vont goûter bon. En tout cas, c'est des méga spécialités au sein d'une grande famille d'animaux. Tu sais, puis en plus, les oiseaux, je pense qu'ils ont moins de sens du goût en général que nous, mettons. Mettons qu'on se compare encore à tout le monde. Là. Ouais. Parce que c'est pas tout à fait comme ça qui fonctionne. Mettons, les perroquets, ils n'ont pas de capteur. C'est pour la capsaïcine. Je ne me rappelle jamais. Oui, la capsaïcine, qui est la molécule des piments qui piquent, là, qui brûlent dans la bouche. Le wasabi ou les choses comme ça ne pique pas dans leur bouche. Là. Fait qu'ils vont juste goûter, mettons un piment, ils vont juste goûter que c'est sucré, limite. Oui, ils vont aimer ça, ils raffolent de ça. Puis je me souviens parce que j'ai déjà travaillé dans une animalerie, une job d'été pendant que j'étudiais. Puis moi, j'ai goûté à toute la bouffe de toutes les espèces de l'animalerie. Juste pour voir. Pour vrai. Non, mais c'est parce qu'il y avait un Saint-Cinnamon, genre une boutique qui fait des brioches, là, des grosses maudites brioches à tout ce que tu veux. Fait que c'était ça, c'était des paris. Genre, si je mange ça, tu me payes une brioche. Bref, j'ai mangé beaucoup de brioches. Puis les trucs des perroquets, il y avait des fruits séchés. Puis je m'en suis mis un dans la bouche, je me suis pris une poignée. Est-ce que ça piquait? Il y a full de genre de jalapenos ou du jus de jalapenos dans la bouffe de perroquet. La brioche, elle a réussi à tamiser le piquant, mais ouais. Ça t'a sauvé. Comme ça que je l'ai découvert. Yes. Qu'est-ce que tu dis de partir par sens? Est-ce que ça a une certaine logique? Ouais. Mettons qu'on y va pour la vision. Ouais. La vision, nous, les humains, on est dans les animaux, de ce que je connais dans ceux qu'on peut comparer, là, ceux qui ont la meilleure vue. Dans les mammifères, on est une excellente vue. On est des animaux que la couleur, voir en détail, voir loin quand même, c'est important. La vue, c'est très développé chez les humains. On est très, très bon. On a tendance justement à se dire que si nous, on l'a vu, les autres espèces l'ont vu. Puis, justement, ça n'a pas tant, non? On a des très, très, très bons yeux. Surtout qu'on est grand aussi, fait que notre point de vue, il est vraiment bon. Il y a une raison pourquoi on marche sur deux pattes. Oui, exactement. On voit vraiment très loin. T'sais, imaginez le chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des études de chats avec des colliers puis une petite caméra dans le collier du minou. Ça donne mal au cœur. Il bouge super vite, mais du point de vue d'être à 2 pouces du sol, là, parce que la caméra a pendouillé un petit peu, j'imagine, puis des fois, il marchera au sol. Puis là, de jumper d'un toit à de l'autre, d'un balcon à de l'autre, passant en dessous d'un chat. Eh mon Dieu! En tout cas, on est grand. Oui. C'est un point de vue qui est clairement différent des autres espèces. Oui. Moi, j'ai lu quelque part que les oiseaux, il y avait, je pense, le même nombre de cônes que nous. Est-ce que ça se peut? Oui, exact. Mais, ce qu'on qualifie comme avoir une vision 20-20, c'est qu'on voit... c'est très, très loin avec une bonne clarté, une bonne résolution de yeux, dans le fond. À 20 pieds, on voit bien, là, mais les oiseaux auraient comme une 25. Ils voient 20 sur 20, quelque chose que toi, tu verrais bien à 20. Là. Ouais. Mais à 5 pieds, lui, top notch. Je pense que l'oiseau... les oiseaux de proie, c'est ça. Les oiseaux de proie, eux, là, c'est plus que 20-20, là. Oui, non, c'est ça. Dans le sens qu'ils voient... Ce que toi, tu vois bien à 20, là, eux autres, ils voient bien à 100 pieds, là. Oui, c'est ça. 5 fois plus grand, là, tu sais. Ah, c'est donc, il faudrait que tu sois à 5 pieds pour le voir. Oui. Mais ça, les oiseaux de proie, ils volent de super haut ou sont parqués à quelque part, là, en haut d'un arbre, en haut d'un panneau de signalisation sur le bord des autoroutes. Puis ils checkent, puis genre, bam, j'ai vu la souris là-bas, au loin dans le champ, tu sais. C'est gros de même, en tout cas. Fait que, ils ont une super bonne vue, les oiseaux. Oiseaux de proie, je le sais, les autres oiseaux, ça doit vraiment dépendre de l'espèce, mais ils doivent avoir une très bonne vue, très bonne clarté. Moi, j'ai l'impression que ça dépend aussi de ce qu'on mange, généralement, tu sais, parce que tout ce que tu fais pour t'adapter, à un moment donné, en tant qu'espèce, ça a un certain but.
de survivre, de te reproduire, de manger. Donc, tu sais, c'est pas pour rien que le rubus, ben lui, il a une bonne vue, c'est un oiseau, mais il a l'odorat en plus. Ouais, probablement. C'est pas pour rien non plus que le rubus, ben, il n'y a pas de plume sur la tête, parce qu'il rentre sa tête dans des carcasses. Fait que, tu sais, c'est pas une bonne chose d'avoir comme plein de jus de carcasses sur la tête. Ouais, c'est ça. Si tu avais plein de plumes qui retenaient toutes les bactéries, la putréfaction dans ton poêle, bonjour les maladies de peau, tu sais. Fait que c'est plus facile à tenir propre quand t'es chauve. C'est-tu bien fait, hein? Je pourrais pas dire, je connais pas beaucoup. Ah, moi non plus, je sais pas, mais en tout cas, je me dis que c'était une bonne analogie. Ouais. Donc, tu sais, la vision pour les chats, ben, aussi les chats, les chiens voient mieux dans le noir que nous. Les chats, peut-être encore une coche de plus. Ah ouais, tout à fait. Ben, tu sais, au niveau des couleurs, là, on a 3 cônes pour faire la distinction de couleurs. Là. Imaginez les cônes comme étant les cellules qui... Comme une télé. Comme une télé, exactement. Merci beaucoup. Je pense pas à cet exemple-là. Il y a une cône que c'est les pixels rouges, un cône que c'est les pixels bleus, puis un cône c'est les pixels jaunes. Puis là, avec ça, ben, tu fais une palette de couleurs là, avec plein de nuances merveilleuses. Ben, les chats, ils en ont, puis les chiens, ils ont 2 types de cônes différents seulement. Fait qu'il y en a un jaune puis un bleu, puis les nuances de vert. T'sais. Fait que le rouge, les chats, les chiens, ils ne voient pas ça. Ça va être des teintes de jaune, des teintes de bleu, teintes de vert, teintes de gris. Donc, le noir, le blanc, c'est une absence de couleur. C'est juste donc de la luminosité. Ça, il voit bien. Puis le chat, avec très, 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 très peu de lumière, ils sont capables d'avoir une bonne image nette, un peu comme si vous ajustez votre écran de télévision ou d'ordinateur, si vous ajustez le brightness, là, donc la clarté, vous êtes capable de... Mettons que vous jouez à des jeux qui sont très, très sombres, des jeux qui font peur, vous mettez la clarté dans le tapis, là, vous allez voir, tu sais, il y avait une porte, il y avait un monstre. Mais là, les chats... Batman, t'as-tu vu le dernier film Batman? Ah, mon Dieu, que c'est sombre. Ou la bataille de Game of Thrones dernière saison, là, tu sais, que tu vois fuck all, là, puis ils ont mis full de budget dans le CGI. En tout cas, peu importe. Fait que ça, beaucoup trop niché et geek comme... on assume. Bref, fait que les chats, eux, leur brightness est dans le tapis. C'est entre autres en cause d'une petite paroi, là, le tapetum, tapetum lucidum, qui miroite la lumière. Fait que c'est pas vrai que les chats, ça voit dans le noir absolu. Ils ont simplement besoin de très peu de lumière pour voir avec beaucoup de clarté l'image de leur environnement. Comme ça amplifie en fait la lumière qui rentre dans l'œil. C'est pour ça que quand on regarde, faites pas ça, mais une lumière passe dans l'œil de votre animal, vous allez voir comme un fond vert bleu là, qui brille. Là. Ben, donc, les vidéos, les photos de chats, ils ont tout le temps l'air d'avoir des lasers dans les yeux. Ben, c'est ça. C'est le tapetum. Nous, on n'en a pas ou on a un vestige de tapetum. Puis c'est pour ça que quand on prend des photos avec un flash, les gens ils ont l'air d'avoir des yeux rouges. Ben, c'est qu'il n'y a plus de paroi miroitante. Le rouge, ce qu'on voit, c'est la lumière qui a frappé le fond de l'œil, qui est plein de vaisseaux sanguins, donc du sang c'est rouge, et ça revient dans la caméra, tout simplement. Mais moi, c'est nouveau, les lunettes dans ma vie, puis je suis allée prendre... Ils font un fond d'œil, ils prennent un gros flash en face pour prendre le fond de ton œil en image. C'est assez agréable. Je m'attendais à voir la même chose qu'un animal, parce que j'ai juste vu des fonds d'œil chez les animaux, quand on les regardait pour voir les vaisseaux s'ils étaient intacts et tout. Je suis comme, c'est même pas la même couleur. Non? C'est vrai, ils n'ont pas de tapetum. Voilà. Mais oui, sinon, les fonds d'œil de chien-chat, c'est comme verdâtre aussi. Exact, à cause de cette petite paroi-là miroitante. Puis la logique est brillante. Les chats, les chiens, ils mangent des proies. Puis c'est des animaux plus petits qu'eux en général. Fait que quand les chats, ça mange beaucoup de rats, souris, oiseaux. Quand est-ce que ces animaux-là sont plus, disons... ils sont actifs, les petits animaux d'habitude sont actifs durant le jour, la plupart du temps, des fois durant la nuit. Puis peu importe si tu es actif de jour ou de nuit, le moment de la journée où est-ce que tu es moins actif ou que tu es plus fatigué, c'est à l'aube et au crépuscule. Puis c'est le moment où les chats sont les plus actifs. C'est quand la luminosité commence à être moins bonne. Fait que ceux qui voient bien la nuit, ils voient moins bien parce que la lumière commence à apparaître. Puis ceux qui voient bien le jour, ils voient moins bien la nuit, ils commencent à être plus vulnérables. Puis c'est pile à ce moment-là que les chats, ils vont essayer de chasser. Ça parle encore de l'adaptation. Il y a des moi, on m'avait dit qu'il y a quand même des petites exceptions à ça quand tu penses, par exemple, au castor. Là, c'est niché. Ça, c'est Laurence qui a travaillé au biodôme. Oui, c'est ça. Mais, le castor, en théorie, c'est un animal qui vit plus le matin puis le soir. Mais il y a une vision meilleure de jour que comme
que de nuit. C'est juste que l'humain l'a dérangé pendant la journée, fait qu'il se cache pendant le jour, fait qu'il fait ça comme ouais. dans des trucs comme ça. Fait que j'imagine qu'avec des milliers d'années... Ouais. Si c'était comme ça... J'attendrais peut-être une évolution peut-être de ce point-là. Tu sais. Il y aurait probablement une évolution, il y aurait une nouvelle espèce de castor que eux, ils sont plus nocturnes, fait que leurs yeux, il y aurait probablement une sélection naturelle qui se ferait. Eh boy! Parce que, tu sais, qu'on se le dise, là, petit rappel sur l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est simplement que faites un fast-forward dans la vitesse, là, dans génération en génération en génération. C'est jouer des bébés, puis ceux qui sont les mieux adaptés, ils ont plus de chances de se reproduire puis de transmettre leurs gènes. Fait que, éventuellement, il y a peut-être un castor qui voit vraiment mieux que les autres par pur hasard, qui va naître dans une portée de castor. Qui va trouver plus de nourriture, qui va être en meilleure shape pour pouvoir... Il va se reproduire plus, va avoir plus de castors comme lui, puis faites un fast-forward dans le temps, puis à un moment donné, c'est peut-être juste des descendances de ce castor qui va être partout, puis là, ça va être une nouvelle espèce. C'est plus crépusculaire, là, en ce moment, les castors sont plus... Eh bien, puis moi, ce que je trouve vraiment le fun avec les yeux, avec la vue, c'est justement le comparatif que nous, les humains, c'est important de tout voir, puis nos animaux de compagnie chat-chien, pas tant. C'est pas ça qui les accroche le plus, c'est pas la couleur. T'sais, nous, on s'émerveille devant des beaux panoramas, on s'émerveille devant une belle vue avec des fleurs, plein de couleurs, on aime ça. Puis les chats, les chiens, là, qu'on se le dise, on jase. Tu sais, les jouets qui se vendent sur le marché, là, les crocs, tu sais, même les friandises qui sont colorées vertes, bleues, en forme de poisson, en forme de nonos, les babales de chat. Non, c'est ça. Ils sont toutes grises au fond, là. Ben, c'est probablement tout gris, ou en tout cas des différentes teintes de gris ou de jaune-bleu, là. Mais c'est qui achète ces jouets-là? C'est qui achète ces produits-là pour animaux? C'est pas le chien et le chat qui arrivent avec leur portefeuille, là. C'est les humains. Fait que les produits qui sont vendus, pour la plupart du temps, pour les chats et les chiens, ils sont fabriqués en pensant à l'acheteur, à l'humain, pour répondre aux besoins, aux attraits qui vont attirer. Ben oui, c'est ça, c'est du gros marketing. Puis le chat, le chien, il s'en foutu que c'est en forme de poisson, le cossin. Il s'en foutu que ça soit vert, bleu, rouge avec une corne puis des ailes. Non, l'aspect visuel sur lequel il porterait peut-être attention, mettons qu'on lui donne un beau présentoir là, de jouets, s'il y en a qui bougent, là, on va attirer son attention parce que ça aussi, selon l'espèce, c'est important de voir les petits micro-mouvements parce que c'est là que tu détectes ta proie puis tu fais comme poup, poup, là, tu te mets en mode ou que tu es alerté d'un danger. Donc, tu sais, des jouets qui bougent, à mon sens, si c'était eux qui achetaient leurs propres jouets, je ferais bouger les présentoirs. Je dis ça de même. Ben, les chats, justement. Les chats, ça, je sais, j'ai tombé sur une couple de publications qui parlaient de qu'est-ce que les chats préfèrent en termes de jouets. Ouais. Des petits objets, donc justement qui concordent avec le type de bébites qui se mettent dans la bouche, des petites souris, fait que des petits objets dont le mouvement est facile, donc qui sont légers, que c'est facile à faire déplacer lui-même ou avec le vent ou peu importe, et qui ont des appendices, fait que des petites pattes, des petites queues, des petits cossins, là. C'est ça qui accroche le chat. Puis je pense qu'il y a un autre critère qu'on a remarqué, c'est plus l'objet se détruit, plus que le chat joue longtemps et souvent avec l'objet. Mais là, ça, c'est moins cool parce que médicalement, il peut s'en foutre dans la bouche. Oui, c'est ça. Morceaux, puis là, ça passe pas. C'est ce qu'on essaie de ne pas faire. Là, quand on donne des jouets et ça se détruit, on fait comme on retire pour pas qu'il y ait des dangers de corps étrangers. Mais c'est ça que les chats préfèrent. C'est pas une question de couleur. Fait que tu prends la petite souris, la babale jaune, bleu, rouge ou une grise brune laite à tes yeux, ça ne changera rien à ses yeux au chat. Ça captera autant son intérêt l'une que l'autre. Ben, au moins, ça ne change rien. C'est pas quelque chose qui ça change rien. Moi, là, ce qui me fait... qui m'allume comme sujet là, par rapport à la vision, c'est vraiment les tests qu'il y a eu dans le temps. Puis je suis sûre que si vous avez comme cliqué à travers Discovery Channel ou quelque chose comme ça, vous avez déjà vu, là, ils mettaient des miroirs dans la forêt, dans la jungle. Puis ils essayaient de voir si les animaux étaient capables d'avoir conscience que c'était eux, tu sais, le self-awareness, là. Ouais. Donc, est-ce qu'ils cherchaient derrière, est-ce qu'ils comprenaient que c'était eux? Il y a même des études qui ont été faites sur on anesthésie l'animal, on lui fait une marque X,
Ouais. Puis s'il touche sa marque. Ou s'il porte un intérêt, s'il essaie de. Tu sais, s'il regarde le miroir puis il essaie de se l'attraper, ça, je l'ai vu chez des dauphins. Là. Fait que, tu sais, ça, ils ont qualifié ça après ça d'animaux étant capables de comprendre qu'ils existent ou, tu sais, que c'était eux dans le truc. Mais ça, c'est tellement anthropocentriste, tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est basé sur la vue. La vue. Puis un chien, est-ce qu'il a conscience de lui par à quoi il ressemble ou qu'est-ce qu'il sent? Ouais. Si on aurait fait le même test, mettons, puis on aurait mis un point qui sent quelque chose, qui a vraiment une grosse odeur forte, peut-être que là, le chien aurait comme... Je sais pas. Ben, il y en existe, je pense qu'ils ont refait le test pour les chiens parce qu'ils se sont rendus compte, on n'est pas les premiers qui pensons quelque chose comme ça, là, mais ils ont fait ça chez les chiens avec de l'urine, je pense. Ah. Puis, tu sais, votre chien, dans la cour, va passer beaucoup moins de temps à renifler sa propre odeur versus une odeur qui n'est pas la sienne. Tu sais, il va faire « Ah, ben oui, c'est moi qui ai fait pipi ici. C'est mon pipi, ça. Est-ce qu'il a besoin d'être rafraîchi? Non, il est correct, parfait. » Mais sinon, il va passer beaucoup plus de temps à investiguer un marquage d'un autre chien, d'un autre animal. T'sais. Ou juste de la nouveauté, une nouvelle odeur qui fait comme « Oh! » Exact. Fait que, tu sais, mais c'est à quel point on pense vraiment que tous les animaux sont comme nous, tu sais, puis qui regardent les choses, tu sais. Puis, en fait, moi, ça me fait penser, quand ils ont des marques, mettons, dans le front, là, les bonobos là, qui ont fait le test, là, est-ce qu'ils sentent dans leur front aussi, tu sais, que tu les as peinturés? Peut-être que c'est juste la peau. Moi, je niaise tout le temps avec les enfants, puis si vous avez la réponse, dites-le moi, là, mais je trouve qu'en bas de 5-6 ans, les enfants, ils n'ont pas l'air de sentir leur face. Tu sais, là, ils mangent, puis là, ils ont de la mayonnaise jusque-là, puis jamais ils s'en rendent compte, là. Ça leur dérange pas. Non, c'est comme si tu le sentais pas. Je pense qu'ils le sentent, mais que ça leur dérange pas, qu'ils vont vivre avec. C'est peut-être socialement, après ça, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'il y ait des traces de moutarde dans la face. Peut-être. Bref, c'était... Je chire, là, mais oui. Mais moi, le truc des miroirs, aussi, ça me fascine parce que, tu sais, regarde la réaction des chats devant un miroir. Il y en a une bonne partie des chats qui vont genre s'attaquer, là. Le chat d'Halloween. Clairement, ils ne reconnaissent pas que c'est eux-mêmes. Mm-hmm. Ils apparaissent devant, puis ils se mettent le dos rond, poil hérissé. Il y en a même qui se tapent dessus. Il y en a qui crient. Il y en a qui se sauvent. Puis là, ils vont comme rapprocher parce qu'ils ne sont pas sûrs. Puis, des fois, ils vont interagir avec le miroir. Puis ils s'en rendent bien compte que c'est pas la bonne texture. Il y a comme un panneau entre... Mais ils ne se reconnaissent pas. Mm-hmm. Puis ça m'amène à dire, ils ne savent pas nécessairement de quoi ils ont l'air. Encore une fois, si la vue n'est pas importante, puis ils se voient eux-mêmes dans le miroir, qu'ils se reconnaissent ou pas, ça n'a pas l'air important pour eux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, les gens là qui ils disent « Oh, regarde, il sait qu'il est beau, regarde comment il est fier, il revient du toilettage, là, il sait qu'il est beau, regarde comment il se posture. » Ça se peut pas. Il ne sait pas de quoi il a l'air. Fait que si c'est pas de quoi il a l'air, comment il fait pour se comparer et dire que je suis beau? Parce que, tu sais, si tu es capable de dire que tu es beau, tu es supposé être capable de dire qu'est-ce qu'il est laid. Oui, tout se définit par son Ça, c'est normal. Moi, je suis là. Oui, mais c'est ça. Il faut que tu puisses te comparer là, pour être capable de dire que tu es beau. Moi, je suis un chien 8 sur 10. C'est ça. Fait que, tu sais, combien de chats ont vu d'autres chats? Combien de chats n'ont pas vu d'autres chats, justement, pour pouvoir se comparer? Puis là, on se dit, tous les chats sont beaux. Fait que là, c'est qui les chats laids? Comment eux sont... En tout cas, ça marche pas. Tu peux pas... Il n'y a pas l'information de à quoi il a l'air. Il ne peut pas se comparer. Il n'y a pas de consensus non plus. Il n'y a pas eu un conseil de Minou qui a dit ça, c'est des chats normaux. Ça, c'est des beaux chats. Mais aussi, tu as juste ton point de vue. Tu sais, quand tu te regardes, tu as juste un certain point de vue. C'est pas pour rien qu'en photo, on ne s'aime pas beaucoup parce qu'on est inversé. Tu sais, en fait, dans le miroir, on est habitué de voir dans un miroir. Fait notre visage est inversé. Quand on prend une photo, là, c'est comme du vrai côté. Là, ça nous fait un conflit cognitif majeur aussi. Là. C'est comme rarement vu comme ça. Mais bref. Ça, c'est la vue, ce qui est vraiment nice. Puis là, on parle juste des chats, des chiens. Moi, je connais une espèce vraiment nice qui s'appelle la crevette menthe. Oui! Je pense que j'en avais parlé justement. Elle a plein de couleurs. Ouais. La crevette menthe, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un genre de petit crustacé, un genre d'invertébré, animal aquatique qui est magnifique. Très, 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 très coloré. Là. Ça a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment magnifique comme animal. Puis, c'est ça, ça vit dans les fonds marins où est-ce que justement il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est ça qui est le plus étrange.
Puis ça a des gros yeux, là, comme sur le bout d'antenne. Des yeux très gros, très complexes, là, qui ont plein de genres de petits cils autour. C'est vraiment weird. Puis, vous irez voir, il y a une bande dessinée d'un artiste anglophone que j'adore, un genre de caricaturiste qui s'appelle The Oatmeal, donc l'avoine, qui a fait une BD sur la crevette menthe qui est hilarante. Je vous invite vraiment à la voir. Je pense que ça a été traduit en français en plus, pour ça que l'anglais, ça ne marche pas. Fait que, allez voir ça. Puis la crevette menthe, là, j'ai dit, nous, on a 3 comptes différents pour les couleurs. Chien, il y en a 2. La crevette menthe, elle en a quelque chose comme 12 ou plus. Oh, Colin. On n'a aucune idée comment elle voit la vie, là. Elle capte les ultraviolets, probablement d'autres types de rayonnements que je ne connais pas. C'est incroyable. Infrarouge. Infrarouge peut-être. Aucune idée. Là. Puis en plus, elle capte ça avec très peu de lumière, vu que justement, c'est dans les fonds marins. On ne peut pas savoir. On n'a aucune manière de savoir comment elle perçoit la vie, perçoit le monde. Mais ça doit être vraiment fucked up. C'est quand même cool. C'est comme les insectes aussi. Moi, j'avais vu, comme les abeilles, ils voyaient peut-être des trucs UV, là. Ah, ben oui, eux, ils ont 4 comptes dans leur bâtonnet. Les papillons et les abeilles. Fait que pour trouver la bonne plante ou la bonne fleur, tu sais, il y a comme des lignes ultraviolettes qui étaient un peu comme une espèce de signalisation de piste d'atterrissage, limite, là. C'est parce que la fleur, à la limite, elle veut que l'abeille vienne polliniser, tu sais. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est comme, waouh, quand je regarde une fleur, je vois pas ça, mais ça existe quand même, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a moyen aussi... C'est ça qui est biaisé, c'est qu'on ne le saura jamais réellement. Notre cerveau... Puis là, ça, c'est tellement cool. C'est comme l'effet de Inception. Là. Il y a un rêve dans un rêve. Là. Oui. On est un animal qui perçoit la vie avec ses propres sens. Puis là, on essaie de voir comment les autres animaux voient, mettons. Des fois, il y a des petites études scientifiques, des articles, des publications qui essaient de nous traduire ça. Mais ils nous traduisent dans des sens qu'on est capable de capter. Fait que, même la traduction, elle ne fonctionne pas parce qu'on est prisonnier de notre cerveau. Notre cerveau, il n'est pas capable d'interpréter de l'information que nos organes ne sont pas capables de capter de l'information. Fait que c'est vraiment, vraiment weird qu'on est un animal qui essaie d'étudier les autres animaux, mais on est prisonnier de notre propre cerveau, qu'on n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Puis il y aurait peut-être juste la technologie un jour, il y a peut-être des machines, des implants qui pourraient comme upgrader notre cerveau pour qu'on soit capable de capter des trucs, mais encore là, il va falloir qu'ils nous le traduisent en de l'information qu'on est capable de comprendre en humain. Oui, parce que les trucs de poisson, là, on n'est pas rendu là, mais ils ont des lignes sur le côté pour sentir l'électrosensibilité. Oui, puis la pression de l'eau, puis les courants, puis donc on n'est pas là. Ben, les ornithorynques, les mammifères fuckés qui pondent des œufs, puis qui transpirent du lait, puis qui a comme. C'est le seul mammifère avec du poison. C'est ça, je dis qu'il y a des poisons aussi. Il est venimeux, les femelles ils ont un dard avec un sac de venin, c'est pattes arrière, c'est fucké. Eux, sur leur genre de bec, ils ont de l'électrosensibilité. C'est des prédateurs, ils mangent des petits poissons. Puis ils sont capables de détecter des contractions musculaires, donc l'électricité, des muscles, des petites proies à une certaine portée dans l'eau. C'est capotant, man! On n'a eu aucune idée de comment ça feel, comment ça se sent, ça. Mais bref. Fait que ça, moi, je clorerais le visuel parce qu'il y en a tellement d'autres, puis d'autres qu'on n'a pas. Ouais. Mais tu sais, l'odorat, je pense qu'on ne peut pas passer outre l'odorat, ne serait-ce que pour l'utilisation des chiens dans n'importe quel contexte, que ce soit la détection de cancer. Il y avait une étude aussi avec détection du coronavirus. Oui, ils ont essayé, en effet. Je ne sais pas si on rendus où, mais oui, il y a eu des essais clairement. Moi, ce qui m'a flabbergasté jadis, c'est les chiens qui sont capables de détecter de l'argent, mais comme en haut de 10 000 $. Oh! Comme en bas de 10 000 dans les aéroports, tu as le droit. Fait qu'ils sont entraînés à détecter des paquets de plus de 10 000. Caline. Voyons donc. Le pire, il me semble qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne chez le chien. Qu'est-ce qui détecte exactement, quelle molécule ou quel truc chimique, quel agent volatile d'odeur et capte. On ne le sait pas. On sait juste que si on leur donne des choix, un peu comme les tests de trouve sous quel verre j'ai mis le poids, puis là, tes switches de place. Les chiens sont extrêmement bons si tu leur mets comme 9 000 $, puis 20 000 $, puis là, tes switches, puis il ne sait pas il est où. Il est capable de le trouver, genre, beaucoup, beaucoup mieux que le hasard. Oui, parce que ta comparaison, c'est le hasard, en effet. C'est le hasard, c'est ça.
Mais T'as une tu sais, chance sur c'est trois, quand même c'est meilleur. fou raide là, que dans un aéroport, ils soient capables de détecter des personnes qui ont sur eux des coupures de plus de 10 Ou 000 dans leur péteux. et des signalés versus lui qui a 5 000. Ouais. Non, lui, il est correct, tu passes. Lui, il a juste 5 000. Tu sais, je calcule ça, non, Ouais. j'alerte pas, je fais pas Avec assis. détection de drogue, détection d'argent des aéroports, mais les détections de maladies, tu as dit la COVID, mais tu sais, il y a des chiens accompagnateurs pour les personnes qui ont soit des convulsions Diabétique. ou exactement des diabètes, l'hypoglycémie. Ouais. Ça, même affaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il détecte. C'est de l'acétone pour le... Je pense que c'est de l'acétone, c'est dans la laine. Quand tu es en kétoacidose, par exemple, tu as une haleine... OK. Je pense, là. Mais ça se peut que ça soit ça. Je pense comme que ça c'est qui sont entraînés avec des tampons avec cette hauteur-là. Pour les crises épileptiformes, je ne pourrais pas te dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans la phase, j'allais dire postictale, mais l'aura avant la convulsion. Exact. Là. Mais je pense que pour pratiquer ces chiens-là, les entraîner, parce qu'on s'entend, c'est pas... les chiens, ils captent peut-être l'odeur, toute la gang, tous les chiens sont bons pour capter l'odeur de la personne qui est sur le bord d'avoir une convulsion ou sur le bord de tomber en hypoglycémie. C'est juste que ces chiens-là en particulier, ils savent quoi faire. Oui, il faut les entraîner à leur quand dire. tu sens ça, fais quelque chose. Puis fais ça exactement, s'il te plaît, tu vas avoir un biscuit. Puis de la manière qu'ils font, c'est ils prennent des tampons, puis genre, ils mettent de la sueur de personnes saines, de la sueur de personnes qui ont justement des convulsions, puis discrimine mon chien. Puis c'est encore, même test encore là, tu mets les verres, tu dis si tu l'identifies, nous, tu sais, celui qui manipule les tampons, tu sais c'est lequel qui l'a. Là. Fait que tu laisses le chien te trouver, puis tu fais comme, hey, bravo, biscuit. Treats. Yeah. Oui, mais ça, c'est quand même fou. Je pense qu'ils sentent 10 000 fois mieux que nous, quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le comparatif en termes de... Parce que c'est une question, je pense, de superficie, exact. de cellules olfactives dans ta narine, puis aussi de densité. Je pense que nous, on a comme 4 cellules par pouce cube, chose de même, là, ou par pouce carré. Les chats, je pense que c'est quelque chose comme 14. Les chiens, c'est 140, là. Oui, c'est ridicule. Ou 150 cellules par... C'est ridicule comment ils sont way meilleurs que nous autres pour détecter des odeurs. Oui, tu sais, les chiens qui trouvent, tu sais, le 11 septembre, ou tu sais, dans les grands... Les catastrophes naturelles quelconques. On va demander aux chiens de chercher d'où la race, le Bloodhound, le Saint-Hubert. Donc, tu sais, de faire de la recherche des survivants ou des corps. Donc, tu sais, ils sont capables de sentir des choses. Là. Tu sais, je pense aussi que tu as comme les ours qui peuvent sentir aussi certaines choses, mais comme à 20 000 ou tu sais, comme 30 km à la ronde. Là. C'est incroyable. Puis, moi, ce que vos animaux aussi pour pas que votre chien se pousse. Il la chaleur, comme il y a Britney à Saint-Lambert qui est fertile. Adieu. L'autre bord de la rivière. Non, je pense pas que ça va à ce point-là, mais Puis moi, ce que je trouve, c'est vraiment intéressant, les odeurs, mais là, contrairement à la vue, où est-ce que nous, on est meilleur que les chiens, fait qu'on a plus d'infos que eux, ben là, on en a beaucoup moins. On est nul à chier au niveau des odeurs, qu'on se le dise. Fait qu'il y a plein d'affaires que le chien perçoit que nous, on n'a aucune idée que c'est là. Puis ça, je trouve ça tellement intéressant parce que là, on est dans un mode où est-ce que on se croit plus intelligent ou mieux placé que les chiens. Puis souvent, on leur dit, ben voyons, chien, pourquoi tu fais pas ça? T'es cave, hein? T'as pas pris la bonne décision dans le contexte. Puis peut-être que c'est lui qui nous regarderait s'il pouvait penser la même affaire. T'as pas vu que ça sentait les explosifs? Pourquoi t'es resté t'es donc bien cave de rester là. Voyons. Fait que c'est peut-être lui qui nous juge, là. Clairement, mais non, on n'est pas, tu sais, si on veut se comparer, d'après moi, on gagne certains aspects, mais on en perd d'autres. Donc, après ça, on ne pourrait pas conclure qu'on est vraiment beaucoup plus intelligent. Là, il y a des rats qui, dans le temps de la guerre, ils détectaient les mines. Les rats aussi ont beaucoup de cellules olfactives. Ils sont excellents. Là. Les dauphins, mais là, je pense que c'est l'écolocation. Les dauphins, ils étaient entraînés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour détecter les sous-marins avec justement les sonars. C'est ridicule. En plus, l'écolocation, je pense que c'est une step de plus que nous, on n'a pas. Là. Tu cries et tu entends quelque chose, tu entends un objet. Ah oui, 20 mètres. Oui. Il est gros de même puis il pèse, je sais pas. Il y avait un meme, là, c'était des chauves-souris qui faisaient comme Marco, puis la bébite, ça faisait Polo. Ah! Nice. Et là, la bébite. La bébite, elle fait comme fuck! C'est comme, comme quand tu pars une toune, là.
Il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous trouble tous. Dès qu'on a eu un animal, un chat ou un chien, tu sais, quand ils vont se mettre la tête dans nos souliers, là, puis là, ils s'ouvrent la bouche pour sentir. Puis ils font une grimace. Ils font une grimace comme dans... On dirait qu'ils se disent, mon Dieu, ils puent tes souliers, là. Puis, surtout les chats. Les chats, c'est très présent, là. Ouais, avec la bouche ouverte. Puis les chiens, même, des fois, ils vont toucher avec la langue pour un peu humidifier les bactéries pour les sentir comme mieux. Les molécules, oui, c'est ça. Les molécules, c'est ça. Puis c'est l'organe, je pense, voméronasal, juste la petite bosse là, que tout le monde pense que c'est une blessure. Là. Oui. Juste en arrière des incisives en haut, là, sur le palais, là, qui aide à faire ça aussi, n'est-ce pas? C'est ça. On a la grimace, qui est le réflexe de Flehmen, F-L-E-H-M-E-N, qui est la genre de grimace pour, en tout cas, que les chats font. Les chevaux aussi, ils le font, hein, mais c'est quand la babine a fait genre... Ah oui, OK, oui. C'est ça. Ça, c'est le Flehmen chez le cheval, parce que les chevaux, c'est aussi des animaux très olfactifs. Puis les chiens, ben c'est ça. Eux, ça paraît beaucoup moins. Ils font juste comme haleter, puis ça a l'air de rien de spécial. Mais bref, ça sert à pousser l'air dans cette commissure-là, juste en arrière des incisives, pour que, peut-être, si dans ces molécules-là que l'animal investigue, il y a des phéromones ou des molécules sémiochimiques, ça soit analysé par l'organe voméronasal ou l'organe de Jacobson. C'est les deux noms que porte cet organe. Okay. Je ne savais pas l'autre nom. Puis, c'est pas tout à fait de l'odorat, parce que c'est plus spécialisé pour les molécules intraspécifiques. Là. Fait que vraiment des molécules qui ont des messages. Le mot phéromone est très populaire, mais ce n'est pas exactement ça. Phéromone, c'est très précis, très spécifique. C'est plutôt très large, les molécules sémiochimiques, donc des molécules qui ont un sens chimique, qui ont un message. Puis, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sniffent ton soulier et qu'ils font cette grimace-là, genre les chats, qu'il y a des molécules sémiochimiques dans tes souliers. Ça veut juste dire que l'odeur était spéciale, puis le chat s'est dit, peut-être, je vais investiguer, puis là, il a fait de la grimace. Mais tu sais, tout ça, je pense pas que c'est conscient. Je pense pas que le chat réfléchit à ce point-là de... je me demande s'il y a des molécules sémiochimiques dans ces non, souliers. je pense que ça sent quelque chose, puis pour mieux sentir ou pour avoir plus d'informations, fait comme, qu'est-ce que ça sent pour vrai, ça? C'est la curiosité qui les pousse à investiguer puis à aller scruter, sniffer. Puis ça m'amène à dire, autant chat que chien, à chaque fois qu'ils rencontrent un nouvel objet, qu'ils rencontrent une nouvelle personne, ils vont aller renifler un autre individu animal. Tu sais, deux chiens qui ils se sniffent entre eux autres. Les chats se sniffent entre eux autres, ils reçoivent des baffes des fois. Puis les chiens qui se tournent en rond en se sniffant derrière l'un de l'autre. Ils se sentent de loin aussi, là. Ah ouais. Puis tu sais, ça montre à quel point c'est important, l'olfaction, les odeurs, ça porte beaucoup de messages, mais on n'en a pas vraiment d'idée de c'est quoi tous ces messages-là, à quel point c'est important. Parce que nous, on n'a aucune idée, on n'est pas capable de les capter, on n'est même pas capable de les tester, on n'est même pas capable d'identifier si elles sont présentes, parce qu'il n'y a pas de test que tu fais juste pitcher de la poudre, puis tu dis, est-ce qu'il y a des odeurs? Ça prend des tests hyper spécifiques, genre je recherche telle molécule, est-elle présente? On n'a pas identifié la molécule de toutes les odeurs du monde entier. Fait qu'on est vraiment dans on ne le sait pas trop. Ouais. C'est un mode de communication aussi. Ils vont chercher tellement d'informations là-dessus. La preuve, ils peuvent savoir si une femelle est en chaleur et autres. Ça a des impacts quand même significatifs là, dans l'adaptation de l'espèce. Oui, genre chez les chats, vous savez, les chats mâles qui sont fertiles, qui peuvent se reproduire, qui ont encore leurs testicules, leur odeur sent très, très, très particulièrement forte. Puis ça, c'est à cause d'une molécule qui s'appelle la félinine. Puis c'est ça qui donne l'odeur pungent, l'odeur de musc, du pipi de minou. Puis plus un chat mange une nourriture riche en protéines, plus il produit de félinine. Fait que plus son odeur va puncher. T'sais, nous, on est capable de le sentir, ça te donne une idée à quel point c'est important. Oui, mais ça sent fort aussi. Ça ne me dérangerait fort. Pas qu'il soit un petit peu plus subtil, le chat mâle, pour vrai. C'est pour ça que les femelles, elles, ils n'en produisent pas, ou vraiment pas autant que le chat mâle, parce que l'odeur d'une urine d'une chatte fertile est pratiquement indistinguable d'une odeur d'urine d'une chatte stérilisée. Fait que ça sert pour la femelle à choisir son partenaire. Ton pipi ne sent pas assez fort, tu ne te nourris pas bien, tu vas être un mauvais papa, tu as des mauvais gènes. Ah, OK. Ouais. Tout ça est lié à la femelle, elle a un certain choix sur
avec qui je me reproduis, avec qui je veux partager mes gènes pour avoir des bons bébés en santé forts qui vont survivre dans cette nature cruelle et difficile. Wow. Moi, ce que j'aime donner comme exemple pour peut-être s'imager, parce que nous, on est des créatures de vue, d'image, le domaine, un monde plein d'odeurs. T'as-tu déjà vu le film Ratatouille? Oui. Il y a une scène où est-ce que le rat, qui est le gars de Ratatouille, là, le rat principal qui a vraiment la faculté de cuisiner puis d'avoir des bons parfums puis de faire du bon manger, il essaie d'expliquer aux autres rats qui se foutent de tout, puis qu'ils peuvent manger n'importe quoi puis il n'y a pas de problème, comment il perçoit les aliments puis les saveurs. Puis là, il se ferme les yeux, puis là, tout devient noir autour de lui, puis là, il prend une fraise, puis là, ça fait des petits feux d'artifice rouges, puis il mange du fromage, puis ça fait des petits feux d'artifice bleus, puis il mange les deux, puis ça fait des petits feux d'artifice mauves. Puis là, l'autre animal, il essaye, puis ça fait la même affaire, mais genre, vraiment beaucoup plus mauve. Feux d'artifice mouillé. Ouais, mouillé, puis genre, mais imaginez, nous, on se souvient de souvenirs, on a des images, on revoit des scènes, comme un film. Ben peut-être que si un chien s'imagine des souvenirs, peut-être que c'est des nuages, des puffs d'odeur. Peut-être que c'est « Ah, ça sentait ça », puis il y a une silhouette en forme de puff d'odeur. Je sais, non, mais ça doit être vraiment... La mémoire se construit comme par la perception de nos sens aussi. T'sais, nous, on se rappelle avoir vu ça, mais il y a certains souvenirs que je me souviens avoir ressenti ça. Ou il y a certaines odeurs que moi, je sais, quand je sens, je suis comme « Whoop! » Ça me trigger un souvenir de quand j'étais petite. Oui, l'odeur de la tarte aux pommes de grand-maman, ouais, des trucs comme ça. OK, là, ça tu t'en rappelles. Fait que, tu sais, on construit nos souvenirs par rapport à notre système perceptuel aussi. Là. Fait que chat-chien, là, leurs apprentissages, ils sont certainement marqués par les odeurs, mais c'est hors de portée de notre compréhension, là, complètement. C'est comme des scènes d'odeur de tarte aux pommes de grand-maman. Peut-être c'est juste ça, leurs apprentissages, pratiquement. Là. Aucune idée. Tu sais, la chose qui, moi, est flagrante pour moi, pour ce qui est des chiens, c'est qu'on sous-utilise cette aptitude-là de l'espèce. C'est pour ça que j'aime bien les snuffle mats, qu'on cache les croquettes puis on les fait sentir. Dans l'enrichissement, on en parlait. Oui, ou en lancer des croquettes dans le gazon puis les faire trouver. Mais encore, tu sais, quand on entraîne, on donne souvent des cues verbaux. C'est correct, là, ils ont des oreilles, ils peuvent entendre. Articuler beaucoup, c'est pas leur grande force. Comprendre la différence entre différents mots, c'est peut-être pas ça leur atout principal. Visuellement, peut-être ça les aide de le faire. Mais il y a moyen d'entraîner des cues sur des odeurs. T'sais, pour un certain cours d'entraîneur pour chiens au Karen Pryor, tu dois mettre sur cue olfactif quelque chose. Donc, par exemple, un parcours d'agilité, quand la barre sent rien, entre guillemets, passe par-dessus. Si la barre sent la cannelle, passe en dessous. Ah, OK, je comprends. C'est que ça veut te dire de faire quelque chose d'autre, mais ça, c'est comme si, quand on donne cet exemple-là, c'est mind-blowing, là, tu t'attends pas à ça. Par contre, on vit avec des chiens qui détectent des odeurs puis des liasses de 10 000 $ et plus. Donc, mais la détection d'odeurs et tout, c'est vraiment à la portée beaucoup plus qu'on pense. Puis moi, je me suis intéressée à ça un petit peu quand mon chien est tombé aveugle il y a environ 5 ans. Parce que j'étais comme, OK, là, il vient de perdre quand même une capacité importante. Que tu servais sûrement pour l'entraînement aussi. Fait que là, il faut que tu te bases sur quelque chose d'autre maintenant. Là. Moi, j'ai eu 2 semaines pour transférer beaucoup de cues visuels à auditifs. Puis on se rappelle que c'est pas dans leur force, là. Non. Pour pas les perdre. Mais j'ai perdu comme plein de trucs qu'ils savaient faire. Puis en me disant, ben qu'est-ce que je fais maintenant avec les odeurs? Puis ils se vendaient, en tout cas, peut-être qu'ils se vendent encore, là, sur Amazon, un kit pour les chiens aveugles. C'est des petits tampons dans lesquels tu peux mettre des odeurs. Puis tu peux les mettre comme dans les cadres de porte ou tu sais. Pour qu'ils se fassent une carte visuelle olfactive, pardon. Olfactive. Mais ça, est-ce que c'est un point de vue humain comme dans il y a besoin d'aide ou le sofa sent déjà le sofa? Ouais. C'est ça, là, ce que tu viens de dire sur les odeurs, il y a déjà une odeur. Ça, je l'utilise beaucoup, ces exemples-là, pour montrer à quel point c'est hors de portée des humains. Oui. Parce que, tu sais, on essaye,
quand on parle avec les gens, là, souvent, ils essaient d'expliquer des comportements. Ah, ça doit être les odeurs. Ah, ils réagissent même, ça doit être à cause des odeurs. C'est une hypothèse intéressante, mais on ne pourra jamais la démontrer parce qu'on n'est pas capable de dire si l'odeur était présente. On ne peut jamais comprendre. C'est vraiment hors de portée. Puis c'est bien maudit, cette affaire-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est bien des kits comme ça, qui sentent les oranges, le citron, ou peu importe. Au moins, c'est une odeur qu'on est capable de capter. Fait à la limite, on est capable de dire, bon, ça c'est pour ça c'est pour ça, puis on peut guider, entre guillemets, mais est-ce que c'est agressant? C'est notre seuil de perception de l'orange, là. Ouais. Est-ce qu'elle est un petit peu agressante pour le chien? Moi, si je pense au chat, les citrons et l'orange, j'étais pas fort. Moyen, tu sais. Moi, j'ai toujours donné comme exemple, mais à travers mon chapeau, tu sais, quand vous faites du popcorn chez vous, là, puis ça sent le popcorn, on donné, ça sent plus. Ouais. Puis là, tu sors de chez vous, puis là, tu rentres, puis mon Dieu, ça sent le popcorn. C'est encore là. Moi, je suis certain là, que ça sent encore le popcorn pour eux. Hey, fort probablement, mais peut-être que ça, c'est une question d'habituation, de dire OK, là, c'est bon, ça sent le popcorn dans la pièce, passe à autre chose. Là. Ouais. Fais autre chose que juste sentir le popcorn. Ouais. Puis, tu sais, même si l'odeur était désagréable, je sais pas si je l'avais déjà dit ici, mais tu sais, les humains, là, on fait souvent des comme hey, sent, ça pue. On sniffe, là. On va le sniffer, la qui pue. Même si on sait, on a l'info que ça pue, on veut le faire pareil, là, on veut se faire mal. Fait que pourquoi pas, tu sais, les chiens, ils mangent des vidanges, tabarnouche. Ils veulent le savoir. D'avoir des affaires, ils mangent du caca. Ouais. Hein? Moi, je pense que c'est un bon lien pour le goût. Oui! Moi, ce que je sais du goût, c'est qu'on a quelque chose comme 8000 papilles gustatives pour sucré, salé, amer. Ouais, je pense que c'est plus complexe que ça. Umami, là, ils sont pas par zone. Ouais, puis je pense qu'il y en a d'autres que, là, honnêtement, la science a beaucoup évolué là-dessus. Je pense que le gras, on est capable d'avoir, on est capable de le goûter, en tout cas. Mais nous, on a comme un certain nombre de papilles, puis eux autres, ils en ont comme... Beaucoup moins. La moitié, mettons. On va dire, là. Je sais pas. Tu sais, ça dépendamment des espèces et tout, mais ils goûtent moins les choses. Exact. Mais les choses qu'ils goûtent, ils sentent mieux. Mais les choses qu'ils goûtent, peut-être qu'ils goûtent avec plus de nuances aussi. Ça, on ne le saura jamais, effectivement. On ne le saura jamais, mais c'est ça. J'avais lu un article intéressant sur... un article, c'était pas une publication scientifique, c'était vraiment juste comme... Un article, peu importe. Sur le chat, que, tu sais, lui, il mange à peu près tout le temps les mêmes affaires, des proies vivantes qui viennent de tuer. Fait que, tu sais, des chats, des rats, des oiseaux, des reptiles, ça ressemble pas mal à ça. Des fois, des insectes. Fait que beaucoup de protéines, naturellement. Fait que peut-être que le chat, lui, c'est comme un sommelier de protéines. Que, tu sais, il mange. Tu sais, nous, on est capable de goûter le vin, c'est toute la même affaire, mais tu sais, des fois, c'est comme rond et aromatique. Des fois, c'est vif et souple. Gouliant ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas. Tu sais, l'étiquette jaune de la SAQ, l'étiquette rouge, la pastille rouge de la SAQ. On a besoin d'aide pour avoir des pastilles. T'imagines comment on est mauvais. C'est là. Ben, les amateurs d'eux, là, mais tu sais, les sommeliers sont sur la coche d'être capables de dire c'est telle chose que clairement vous voyez que je c'est Louis qui l'a fait, je le connais. C'est Louis, en Espagne, 1898, cépage d'édition 2000. Je sais pas. Bref, fait que peut-être le chat est capable de faire comme ça, c'est comme le poulet de Californie, édition 2021. Peut-être être capable de goûter ça à ce point-là, puis ça pourrait expliquer pourquoi maudit que le chat est capricieux. C'est dans la bouffe. Non, je veux pas. Mais aussi, ils sentent déjà beaucoup plus que nous. Ils sentent mieux que nous. Donc, tu sais, on a tous déjà fait au secondaire l'expérience. Mange une fraise avec le nez pincé, puis mange une framboise avec le nez pincé. Ça goûte pas pire la même affaire. Ça se ressemble, exact. Fait que l'odorat et le goût sont très liés. Puis les chats, les chiens, ils ont moins de papilles gustatives. C'est-tu parce que justement, ils n'en ont pas tant besoin à cause de leur alimentation ou c'est parce que leur odorat compense amplement? Oui, exact. Qui sait? Après ça, tu as les textures. Tu sais, moi, par exemple, les champignons, je trouve ça atroce. Tu sais, quand tu manges dans quelque chose de chewy, il y a peut-être aussi cette perception-là qui leur donne un indice sur est-ce que tu devrais manger ça, est-ce que tu devrais mettre ça dans ta bouche ou pas. Oui. Puis, naturellement, ces sens-là, mettons, c'est basé sur des textures dans un environnement où est-ce qu'il y a des créations artificielles, que dans la nature, pendant des milliers, des millions d'années, le chat n'a jamais rencontré ça. Fait que oui, peut-être qu'il va te prendre une bouchée de la suce de ton enfant ou une bouchée d'un genre de tapis de caoutchouc de matelas de yoga en forme de casse-tête. Parce que oui, on enlève ça beaucoup souvent des estomacs de chat. Là. Les bouchons d'oreilles. Les bouchons d'oreilles, c'est cette spongy, chewy là, classique. C'est-tu à cause juste de la texture
Ou les gens qui me disent « Ah, mais moi, mon chat, il mange des fraises, il mange du melon d'eau. » C'est peut-être juste la texture puis l'eau. C'est sucré. Les chats, mais je pense les chats, ils ne goûtent pas vraiment. C'est ça. Ils ne goûtent pas vraiment le sucré de ce qu'on en sait. Parce que, en tout cas, ça ne doit pas être bien sucré des souris ou du poulet. Je sais pas. C'est vrai pas. Ouais. Mais tu sais, le goût, mettons, chez les animaux, mettons les herbivores, il paraît qu'ils ont beaucoup plus de papilles gustatives pour être capables de mieux discerner entre une plante puis une autre plante, la plante qui n'est pas bonne, la plante qui est bonne. Parce que nous, entre un bout de gazon, tu sais, c'est limité notre... on est capable de faire la différence entre une fraise et un steak, mais entre deux bouts de plantes, c'est quand même beaucoup plus proche, là. Oui. Ah ben, tu vois, je viens de faire de la formation continue, entre autres sur les lapins. Puis, il y a beaucoup de types de foin pour les lapins qui représentent une bonne partie de leur alimentation. En tout cas, puis justement, il y a beaucoup de foin que lui, il est plus acide, lui, il est plus ci, ça. Puis je ne connais pas pendant tout, là, je connais pas ça. Tu n'as pas goûté le foin des lapins? J'ai pas goûté le foin des lapins. J'ai goûté du foin, mais j'ai goûté toutes les sortes de foin de lapin. Puis, ouais, ça fait que ça fait du sens, ce que tu dis, parce que j'ai vu ça dans la formation de la Je l'ai vu quelque part. C'est comme les grands sens, mais après ça, on a tout aussi le toucher qui est différent. Puis je pense qu'on peut rentrer, tu sais, les lignes sur les poissons qu'on parlait tout à l'heure. On peut rentrer ça dans le toucher, mais comme à un niveau Jedi que nous, on n'a pas. Là, on n'est pas capable de sentir cette pression changeante dans l'eau. Ah ben, t'en veux-tu une meilleure? Les oiseaux migrateurs, là, ils ont, pour certaines espèces, à quelque part dans leur corps, et je crois que c'est au niveau de la tête, un petit peu de magnétite. Donc, un genre de minerai qui est influencé par le magnétisme, les champs magnétiques, dont celui de la planète Terre. Puis ça serait une des manières que les oiseaux migrateurs soient capables de s'orienter sur de si grandes distances. Ils seraient capables de non seulement avoir une bonne vue, donc je vois la cartographie, je vois le sol, mais je perçois ma hauteur où je suis où sur la planète parce que les champs magnétiques ne sont pas tous égaux à travers la planète, ils ne sont pas la même force. Mais tu sais, je te le dis, j'essaie de le décrire dans des mots que moi je comprends parce que j'en ai aucune idée dans son corps quelle sensation ça lui donne d'être dans un champ magnétique fort ou pas, ou être dans le bon sens. C'est fou, man! Ben, juste les vibrisses et les choses comme ça nous dépasse déjà, dans un certain sens. Oui. Tu sais, que le chat, justement, ses vibrisses, les poils blancs, comme les moustaches, mais il y a des poils très raides un peu partout sur son corps, proche des pattes beaucoup, mais des fois sur les flancs. En tout cas, c'est des vibrisses, puis c'est connecté à beaucoup plus de terminaisons nerveuses, puis ça leur donne une genre de perception spatiale. Tu sais, veux pas, ils ont leurs yeux drettes en avant d'eux autres. Fait que comment ils font pour voir genre tous leurs côtés puis leurs fesses? Ben, c'est justement les vibrisses leur permettent d'avoir une genre de perception spatiale. Puis c'est à un point tel que il me semble qu'ils ont même, c'est pas un autre cerveau, en guillemets, mais ils ont des régions neurologiques qui vont analyser leurs mouvements ailleurs qu'au cerveau pour qu'il y ait une meilleure motricité. Du genre qu'un chat paraplégique, si tu leur fais faire, genre un chat qui sont sectionnés de la colonne vertébrale, là, puis l'influx nerveux passe plus, là. Ils sont quand même capables de bouger leurs pattes dans certains contextes parce que tu vas aller toucher ces petits réseaux neurologiques-là. Dans des réflexes. Qui gèrent juste les pattes arrière, mais des réflexes quand même avancés plus que juste le réflexe patellaire de genre je donne un coup de coude quand tu me cognes le genou. Ouais. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça drôle quand tu pseudo-flattes un chat, tu y touches pas, là, puis tu le sens qu'il te sent. Là. Il est comme non. Oui! Oui, tu fais juste à peine effleurer son poil, puis genre, puis ça vibre un peu des fois. Là. Exact. Fait que ça donne une idée à quel point, c'est ça, ils ont une perception qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est triste quand même dans un certain sens. Il faut juste accepter. Qu'on ne sentira jamais, pour l'écolocation, la pression. On a aussi la douleur là, comme sensation, mais ça, c'est un peu comme tout dans le... Dans le toucher. Dans le toucher. Mettons, si on veut, la pression, le chaud, la douleur. Oui, parce que si vraiment on veut parler à des fins biologiques, les humains n'ont pas juste 5 sens. Là. Justement, perception de douleur, c'est un sens. Les thermorécepteurs, donc la perception de la température, c'en est un autre. Puis il y en a plein comme ça. Mais tu as la proprioception aussi. Là.
Ouais. Savoir que si j'ai mon bras dans mon dos, que mon bras est dans mon dos, là, je ne l'ai pas perdu. Là. Ouais. Donc ça, c'est quand même un certain sens. Moi, j'ai toujours pensé, puis écoute, j'ai rien lu là-dessus, mais les chiens, je les trouve particulièrement mauvais avec leurs pattes arrière. Ah, tellement! C'est pour ça que je recommande tout le temps comment vous voulez désensibiliser à la taille de griffe, commence par les pattes arrière. Ouais. La preuve, là, tu leur montres, ça s'entraîne un chien à monter dans une échelle, là, faites pas ça à la maison, là, mais ils ont de la misère, là. Ouais, ils bougent un peu, ils crochent leurs pattes arrière, ils ne savent pas quoi faire avec, on dirait. Ouais. C'est comme, oh mon Dieu, il faut que je gère les pattes arrière, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Mais c'est vrai, puis pour montrer que la proprioception, c'est un sens, puis que les choses ne sont pas super bons, là, il y a des maladies qui affectent cette région-là du cerveau, du circuit neurologique du corps, qui fait que l'animal ne reconnaît pas son membre, qui pourrait même le voir comme un envahisseur. Il pourrait l'attaquer. Du chien que... Ouais. C'est comme un duck, ça a l'air d'un duck tolling... un genre de Golden Retriever, c'est beige, poil long-ish. Là. Ouais. Et qui s'attaque la patte. Là. Ouais, et sa propre patte s'approche de sa face, puis il y a un os juste à côté de lui, genre. Ouais. Puis dès que la patte approche, il la fixe, puis il monte les dents, puis il grogne, puis là, genre, il l'attaque fort, il ne semble pas se blesser. Puis là, la patte recule, puis il recommence. C'est sa propre patte. C'est fucké, mais il y a des humains comme ça. J'avais déjà lu des affaires où est-ce que justement au niveau du cerveau, s'il y a des traumas, des blessures, qu'il y a des gens qui vont vouloir s'amputer ou s'arracher des membres parce qu'ils ne les reconnaissent pas comme leur appartenant. C'est comme un envahisseur, puis ils n'aiment pas ça. Ben, c'est la même chose de l'autre côté. Hein? L'étude avec les miroirs. Oui! Tu caches ta main derrière. C'est un faux bras. C'est un faux bras, puis là, on y touche en même temps qu'on touche ta main qui est cachée de l'autre côté. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu arrives pour la stabber. Tu sens, tu sais. Ouais. Ton corps a la même réaction de préservation, de ça, c'est à moi maintenant, protège-la. Oui. Puis tu vas avoir le même feeling de drama, tu ne sentiras pas la douleur. Quoi qu'il y a du monde qui ont rapporté, c'est comme s'ils avaient subi la douleur, d'avoir su un coup de marteau sur leur fausse main. Ouais. C'est vraiment juste, je pense qu'il y a une doudou par-dessus pour pas qu'ils voient que c'est pas connecté. Puis tout ce qu'ils voient, c'est la main dépassée. Puis là, tu flattes avec des pinceaux les deux mains en même temps. Donc la fausse puis ton autre vrai qui n'est pas caché. Puis c'est, à un moment donné, là, la personne, tu fais juste flatter la fausse main, puis pas la main l'autre bord du panneau. Puis là, la personne, elle fait comme « Oh, je le file », puis elle fait même le twitch. C'est fou. Ouais. Mais tu sais... C'est ça. Tu peux berner les sens. Mais en fait, tu sais, la perception, c'est quelque chose qui se fait de façon consciente. Tu sais, la douleur, la nociception, c'est une autre chose. Ton organisme, même si tu es sous anesthésie, il doit avoir un antidouleur qui doit se faire, un anti-nociception pour pas que tu aies mal. Mais la douleur, c'est une perception consciente. Okay. Donc, ton cerveau, il y a un rôle à jouer là-dedans dans qu'est-ce que tu fais avec les informations que tu as. T'sais. Ouais, il y a la première réaction suite à la douleur qui est souvent réflexe pour protéger ton intégrité biologique maintenant. Genre, je touche quelque chose, un rond de poêle allumé, puis là, je me retire, le réflexe de retrait, ça, c'est un réflexe pour vrai. Mais ensuite de ça, ton cerveau, c'est genre, apprends, on recommence plus, man. faut pas que ça arrive, c'est pas bien. Ouais. Bref. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de tout ça, c'est comme les grandes leçons de... Pour bien comprendre les animaux, les chats, les chiens, pour aller dans leur tête, puis là, si on reparle de comportement, comment modifier leur comportement, comment communiquer avec eux, on n'a comme pas le choix, à cause de tout ce qu'on vient de dire, à cause qu'on est déconnecté des chats, des chiens, puis qu'on ne pourra juste jamais l'être aussi intimement qu'on voudrait l'être, on est obligé de faire des compromis, d'utiliser des bases qui sont communes à toutes. Fait que oui, ils peuvent comprendre des sons, fait qu'on peut faire des associations, mais on ne va pas s'attendre d'eux qui comprennent des phrases et le sens de mes explications. On ne pourra jamais essayer d'extirper, d'extraire les informations qu'ils ont dans leur tête parce qu'ils ne sont pas capables de nous le communiquer. Il y avait Simon Gadebois, l'éthologue, super intéressant à écouter en conférence d'ailleurs, qui parlait qu'on n'est pas encore capable, on n'a pas imaginé des bons protocoles d'études pour essayer de déterminer la capacité, mettons, des chats ou des chiens à avoir une mémoire factuelle. Du genre, Laurence, c'est quoi la capitale du Canada? Ottawa. Ottawa. Ça, c'est une mémoire factuelle. Tu connais ce fait. Oui. Tu n'es pas obligé d'être allé à Ottawa. Je peux te demander la capitale de la France. Puis, tu n'es jamais allé peut-être, mais tu le sais.
comment je peux extirper des connaissances factuelles chez le chat ou chez le chien ou chez n'importe quelle autre espèce? Peux-tu me dire la couleur de telle affaire ou le 100 ans, ou quand tu étais l'autre jour à tel endroit, peux-tu me dire la couleur du chandail du dude? Peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il n'y a aucune manière d'extirper cette information-là en ce moment. C'est comme fâchant, mais d'un autre côté, il faut juste se dire, écoute, je l'accepte parce que c'est dans ce monde-là qu'on vit. Puis je me rabats sur des techniques qui fonctionnent. Fait que justement, on connaît comment on peut modifier les comportements. On se fie sur ça. Plutôt que de s'inventer des trucs, de se donner des propres illusions. Tu sais, sans... je vais me faire pitcher des roches, mais je m'en sac. Tu sais, la télépathie animale, là, la communication animale, les personnes qui disent que moi, j'ai la faculté de vraiment percevoir dans la tête, dans l'esprit de l'animal, qu'est-ce qu'il a ressenti au téléphone, ou en regardant une photo, ou en le touchant, des fois. Tu sais, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a vu. Des fois, il y a plusieurs témoignages que je me suis vu à travers ses yeux. Comment c'est possible, sachant que ton propre cerveau d'humain, il perçoit la vie, puis il est habilité à traduire de l'information visuelle, olfactive d'une certaine manière. Puis là, celle du chien, il est différente. Tu sais, si tu étais vraiment capable de faire ça en toute vérité, serait-ce pas plus de l'information olfactive que tu percevrais? Ouais. Puis là, tu ne serais pas capable de l'interpréter parce que tu es un humain puis tu ne sais pas comment interpréter des informations olfactives. Ouais. Fait que ça montre qu'il y a probablement beaucoup d'imagination dans ça, beaucoup plus que de la réalité puis des faits avérés. Fait que, bref, soyez un peu sceptiques par rapport à ça, les amis. Ben, moi, tu vois, ce que ça me fait penser, toute l'affaire des sens, c'est vraiment d'encourager les gens à se mettre à la place de leur animal pour ce qu'ils sont capables de percevoir, de ne pas faire des longues phrases, d'essayer de voir, de mettre à profit leur talent pour la détection d'odeur. Ouais. Ils sont bons là-dedans, ils ont plus de chances de réussir, puis c'est le fun de réussir ça dans quoi tu es bon. Ou même dans les institutions zoologiques, des fois, pour ce qui est l'enrichissement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est enrichissant? Ben, pour les animaux, mais parce que les odeurs, c'est hyper enrichissant. Pour les chats et les chiens, je veux dire. Puis, dans ces programmes-là, ils te faisaient comme prendre la place de l'animal, c'est-à-dire, ils te mettaient des lunettes qui modifient ta vue, puis ta vue est comme moins bonne, puis ils te faisaient marcher à quatre pattes. Qu'est-ce que tu vois quand tu es à quatre pattes? C'est intéressant comme environnement. Est-ce que le plancher est froid? Est-ce que c'est irritant pour les pattes? Bref, de penser à ces choses-là, puis ça peut s'appliquer aussi facilement que cet été, toucher à l'asphalte avant d'aller promener votre chien. Ouais, c'est vrai. Peut-être très chaude. On en voit beaucoup des blessures, des brûlures de pattes de chien, de coussinets de chien. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est pas de ta faute, tu le savais pas ou tu n'as pas pensé à ça. Mais, tu sais, un chien qui fait super chaud à l'asphalte, puis la personne a dit « Hey, on va aller faire 1 kilomètre de bicyclette, puis je l'attache après moi. » Tu sais, il va te suivre. Et ses pattes vont être scrap à la fin, par exemple, puis il va pendant une semaine boiter, puis pas être capable de marcher comme il faut. Tu sais, il va être en douleur. Très bon point. Bref, d'essayer de plus comprendre qu'est-ce qu'ils perçoivent pour être capable, d'après ça, de se rejoindre au milieu, parce qu'on peut pas... On peut essayer, là, mais on ne peut pas tout faire parce qu'on n'est comme pas capable de s'imaginer même certaines choses. Là, mais faites pas nécessairement de la discrimination de couleur avec votre chien. Ouais. Si vous voulez faire de la discrimination de couleur, faites-le avec un oiseau, faites-le avec une espèce qui a cette capacité. Faites-le plus sur d'autres choses si vous voulez faire avec un chat ou un chien. Bref. Exact. Donc, voilà. Puis, moi, au niveau des odeurs, je dirais, faites votre possible, mais essayez pas trop d'expliquer les choses au niveau des odeurs parce que vous allez toujours tomber devant un mur que ça va finir, ça va être une hypothèse puis tu ne seras jamais capable de la prouver. Pourquoi mon chat il a réagi comme ça? Ah, ça doit être les odeurs. Pourquoi mon chat il a uriné en dehors de la litière? Ça doit être les odeurs. Pourquoi mon chat il m'a attaqué? Ça doit être les odeurs. Ouais, mais laquelle? Puis comment tu vas savoir si elle est présente ou pas la prochaine fois que ça va arriver? La plupart du temps, il y a moyen d'expliquer ça autrement que par les odeurs. Puis que là, on est capable de travailler avec ces antécédents-là, les conséquences, peu importe, puis là, de modifier le comportement ou de le prévenir. Fait que les odeurs, c'est intéressant, c'est curieux, mais on est loin de les maîtriser ou de pouvoir faire quelque chose avec quand c'est le temps de, mettons, régler ou corriger des problèmes de comportement. Fait que ça, on a toujours dit de rester loin de la recherche à tout prix de la cause. Oui, de toute manière, tout à fait. Le déclencheur, oui, la cause, là, le pourquoi du comment il a été traumatisé dans sa vie, je pense que c'est pas...
c'est rarement une avenue qui mène à quelque chose de nouveau, de changeant. Tu sais, mettons pour les odeurs, là, un petit exemple concret que j'entends souvent avec le chat. Bon, j'ai un chat à la maison, j'adopte un nouveau chat, il vient vivre à la maison. Je vais l'isoler dans une pièce pour qu'il se remette du bouleversement du déménagement, puis qu'il se familiarise à sa petite pièce, à moi qui va aller le voir de temps en temps. On dit souvent échanger les chats ou échanger les objets pour qu'il y ait les odeurs de l'un de l'autre. OK? Ça se pourrait-tu, à moins que ta pièce ça soit vraiment hermétiquement scellée, ça se pourrait-tu que l'odeur passe déjà en dessous du cadre de porte? Oui, mais l'intensité n'est pas pareille. Fait qu'il y a comme une gradation. Et là, hein? Ouais. Je veux dire, s'ils jouent déjà les petites pattes en dessous, là, puis ils ont aussi connaissance qu'il y a un animal l'autre bord, puis ils ont peut-être déjà identifié que c'est un chat parce qu'il y a du poil qui a passé en dessous. Encore une fois, l'odeur, le courant d'air a déjà probablement passé en dessous. Tu es allé flatter l'autre chat, ta main sent probablement qu'ils ont déjà l'information que c'est un autre chat. A-t-on vraiment besoin de faire le switch? Puis en fait, pourquoi je dis soyez sceptiques, c'est que il n'y en a pas de données qui ont démontré que d'échanger les chats ou d'échanger des objets, c'est efficace, que ça facilite les choses. On ne le sait honnêtement pas. Puis si on ne veut pas les stupidifier non plus, puis leur dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont capables par eux-mêmes de faire des déductions, peut-être qu'ils le sait déjà, peut-être qu'il l'a vu. Peut-être que ça fonctionne juste parce qu'on prend notre temps quand on fait ça. Puis on ne le fait pas très rapidement. Exact. Fait que c'est pas tant faites attention à switcher les odeurs, c'est peut-être prenez votre temps et respectez le rythme de chaque chat. Puis that's it. Fait que, en tout cas, il y a des techniques de même que c'est basé sur l'hypothèse des odeurs, puis je vais y apporter sa doudou en médecine vétérinaire durant son séjour à l'hôpital, ça va l'aider. Ça a même été documenté que ça pouvait nuire parce que il y avait comme l'odeur du proprio, ça c'était une des hypothèses. Puis ou de l'autre chat, genre, qui était stressant, ou que la doudou était dans la cage depuis des lustres, puis il y était plusieurs chats dans la famille, puis l'autre chat, il était là, puis il l'avait utilisé, la cage, ils l'ont pas changé, puis là, apportez-en juste pas. La plupart du temps, ils font juste comme rien faire, ou c'est dessus, la mettre dans un boule dans un coin dans la cage. Clairement, c'est pas important pour eux. J'allais dire, c'est les choses qu'on perd le plus en clinique vétérinaire. Ouais. On essaie fort. Mais les chiens, ils mangent, ils détruisent. Quelqu'un fait pipi dessus, on veut la laver, on veut pas la laisser, puis là, retrouver la serviette dans une clinique où est-ce qu'il y en a, tu sais, mettons, dans un centre d'urgence parce qu'il y a 30 patients hospitalisés, retrouver la serviette qui était lancée. Puis là, tu te dis, mon Dieu, je vais juste la mettre dans un... C'est celle avec les petites pattes de chien, là. Oui, ben oui. C'est la seule qui existe. Ou tu te dis, je vais la mettre dans un sac poubelle avec son pipi, comme ça, je vais... Mais on se sent mal de, comme... Bref, de pas la laver. Donc, mais je pense que... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire, tout ce qu'on vient de discuter, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent s'informer davantage, c'est un concept qui s'appelle le Umwelt. U-M-W-E-L-T, qui vient de l'allemand, qui veut dire monde propre. Puis ça date d'au-dessus d'un siècle de recherche en biologie, en philosophie, puis en éthologie, par un Jacob von Uexküll, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. C'est super intéressant, pour vrai, le concept du Umwelt. Puis ça a été recherché, étudié principalement en premier sur la tique, cette petite bébite-là qui donne des maladies qu'on a tant. Ben, parce que la tique, c'est un des premières espèces qu'on a fait lithogramme complet aussi. Je ne sais pas si tu savais, là, qu'on connaît exactement toute la liste de ses comportements. Oui, il doit en avoir une. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a genre en bas de 10. Là. Fait que l'idée derrière le Umwelt, c'était le suivant. La tique, elle existe. Cet animal-là existe. Puis ses comportements dans une vie au grand complet, ça se résume à comme sortir de l'œuf, grimper sur une plante, tendre ses pattes, attendre qu'un animal passe par là, tomber dessus quand ça va passer, piquer, prendre son repas, puis rester dans l'animal une couple de jours. Après, je drop, je digère, si c'est une femelle, je me transforme en un stade de plus, genre ado, je refais la même affaire, adulte, je refais la même affaire, je ponds, je meurs. Disons que ce n'est pas la vie la plus, en tout cas à nos yeux d'humains, la plus pleine de péripéties. Mais la tique a fait ce qu'elle fait. J'espère qu'elle a du plaisir à faire ce qu'elle fait, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent épanouie dans sa vie de tique, qu'à ses yeux, faire ces choses-là, c'est le fun, ou c'est pas le fun au minimum. Puis même chose pour n'importe quel autre animal. Tu sais, imaginez les hérons, donc les grands oiseaux, là, les chassiers, tous les animaux de la famille des héronidés, si je ne me trompe pas, c'était Luc et Alain Giraldo
autre auteur que je vous invite à aller lire. Il avait décrit dans une conférence que les hérons, les bébés hérons, dès qu'ils sont nés, ils se mettent à se taper dessus entre eux autres, puis maman héron est à côté, puis elle fait rien pantoute, puis ils s'entretuent, jusqu'à temps qu'il y en ait comme un ou deux qui survivent. OK. Les hérons sont fratricides. Donc, ils tuent leurs frères et leurs sœurs Pour systématiquement. Ben, probablement que dans l'évolution, celui qui survivait, il était plus fort. Un peu comme les Spartiates. Tu as un bébé chétif dans la chute à bébé Spartiate pour en avoir des plus en santé et des plus forts. Là où la maman n'apportait pas assez de poisson, fait que si tu veux compétitionner sur le poisson, tu es juste bien de le tuer ton frère. Là. Genre. Bref, mais tu sais, nous, tu nous dis ça, puis on trouverait ça complètement cruel. Oui. On trouverait la maman héron vraiment comme cruelle et sans scrupules, pas d'âme, mais elle nous regarderait pas laisser nos bébés tous vivants, puis pas les encourager à se tuer entre eux autres, puis elle nous traiterait de stupides, probablement. Les genres d'insectes qui sont aveugles, qui ne voient rien parce qu'ils vivent dans le noir, dans des cavernes, puis que c'est des mille pattes assez gros qui ont du venin, qui attrapent des mammifères, qui les tuent puis qui les dévorent. C'est horrible, mais tu sais, c'est comme ça qu'ils sont conçus. Fait que ces animaux-là, leur perception du monde, elle n'a rien à voir avec la nôtre, mais j'espère qu'ils ont du plaisir d'en faire ce qu'ils font. Puis là, je tire ma parenthèse, mais cette image-là qu'apporte le Umwelt est extrêmement intrigante pour nous donner un aperçu de tout ce qui se fait, toutes les autres façons de voir le monde, que celle de l'humain n'est pas la seule puis n'est pas la meilleure. C'est une parmi tant d'autres qui est égale aux autres, mais qui fait notre affaire parce que grâce à cette façon de voir le monde, nous, on survit bien puis on fonctionne bien dans ce qu'on fait. Mais que c'est vrai pour toutes les autres espèces aussi. Bref, on va tout aller googler ça après l'épisode. Ben, ça, c'était notre dernier épisode de cette saison, Francis. Yes. Moi, j'ai eu du fun. Moi aussi. J'espère qu'il y a au moins 3-4 personnes qui ont écouté et qui ont eu du fun aussi. Sinon, juste te parler, j'ai été bien contente de jaser avec toi à toutes ces fois-là. Ben, on s'entend, on le faisait anyway, c'est juste que l'on le fait enregistrer. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, ça n'a pas changé nos habitudes. En fait, ça l'a régularisé, possiblement. Oui, tout à fait. Mais, mais moi, j'ai hâte de faire des affaires un petit peu plus loufoques, là. Genre, spoiler alert, mais j'ai agrandi ma collection de jeux vidéo à thématique animaux, là. Fait que, tu sais, des jeux vétérinaires, là, un genre de Tamagotchi, des affaires de même, que c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Je vais avoir du fun à jouer à ça avec toi, Laurence, puis se filmer en faisant des bonnes jokes. On a une envie de non-pertinence qu'on va assouvir un peu parce que c'est l'été. Parce que c'est l'été, c'est pour puis on reviendra dans la pertinence bientôt. Je pense qu'on ne peut pas rester très loin de la pertinence. Ben non. Ben non, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le comportement, sur la médecine, la santé animale. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais que la population entende puis soit plus éduquée pour qu'eux aient une meilleure relation avec leurs animaux parce qu'ils vont mieux les comprendre puis mieux les soigner. Que c'est sûr qu'il faut faire des choses. T'sais, vite de même, si on est dans l'actualité 2022, grâce à une technicienne qui s'appelle Alexandra Yaksik, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, je m'excuse, qui a beaucoup médiatisé, qui a sensibilisé la population sur les effets du dégriffage, la dévocalisation, essorillement, codectomie. La loi va changer. Fait que pour le mois d'août 2022, au Québec, il sera illégal de pratiquer ces chirurgies pour des raisons non médicales et donc sans considérer le bien-être de l'animal. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir des questions sur qu'est-ce qu'on fait, comment on prévient les griffures. Puis c'est quoi la vérité dans tout ça? Pourquoi on faisait ça avant? Il y a plein d'affaires qu'on va vouloir discuter dans l'actualité qui va changer. Fait que ça, c'est clairement à suivre et que notre travail d'être pertinent puis être informatif va devoir continuer. Oui, ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, on rappelle aussi que nous, on n'est pas payés, on n'a même pas été chercher de subvention, on fait ça de façon bénévole. Et on ne fait même pas de consultation quand les gens nous écrivent. Malheureusement, on vous réfère à d'autres personnes. Ouais. Malheureusement, on n'a rien à vendre. Non, on est plate, mais à la limite... correct. C'est correct. T'sais, dans le sens, moi, je ne me sens pas en conflit d'intérêt avec quoi que ce soit. Non, c'est ça. Absolument pas. Ça, moi, ce que j'aime de l'absence complète de conflit d'intérêt, c'est que les bonnes initiatives, les bons professionnels, si on du crédit, si on doit leur donner du crédit, on va leur donner. Puis on n'aura pas à masquer nos mots, puis à mâcher nos mots, puis à faire attention.
Puis d'un autre côté, je peux être cru puis bâcher sur du monde que je trouve pas correct aussi. Fait que, donc, on se dit à bientôt. Yes. Puis, on se revoit au courant de l'été, possiblement pour quelques petites choses plus ou moins pertinentes ou un live, qui sait? Qui sait? Sans faute. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première saison-là. Si vous voulez nous aider à être plus populaire et à toucher plus de gens, comme tout bon YouTuber ou whatever, like et partage. Mais pour vrai, partager, ça nous aide vraiment beaucoup à rejoindre les gens. Ça nous permet d'aider plus de gens, plus d'animaux. Puis ça, c'est vraiment le but de notre podcast. Alors, merci d'avance pour ceux qui vont partager nos épisodes. Merci. Puis à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Goodbye. OK, bye.